Bonsoir à tous. On va terminer cette riche journée avec quelque chose qui change un petit peu de tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, je trouve, qui consiste en fait à... Je vais vous expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, avec du matériel plutôt grand public, on peut capturer ce que les avions envoient comme données de position avec un Raspberry, une clé TNT, et on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. L'idée pour comprendre tout ça, c'est de commencer à comprendre les concepts de la radio logicielle. Ensuite, on verra un peu comment est-ce qu'à partir de ce type d'informations, comment est-ce que les avions transmettent leur position, et ensuite la mise en œuvre dans le cadre de mon projet. Je m'appelle Guillaume Ambré, je suis consultant et formateur à Zenica Nantes. Aujourd'hui, je suis plutôt facilitateur DevOps. Alors c'est un mot à la mode, mais en fait, ça consiste juste à faire communiquer deux équipes. Donc la communication, c'est un truc qui est vieux comme le monde, mais il faut rappeler ces concepts-là à des mondes qui ne veulent absolument pas communiquer ensemble. Et j'aime beaucoup tout ce qui gravite autour du Java, et également les Raspberry, les Arduino, enfin tout ce qui est vraiment dans le monde du do-it-yourself. Alors pour commencer, eh bien, ici je vous présente en fait l'anatomie d'un récepteur radio FM. Donc c'est ce qu'on a globalement dans nos voitures pour écouter les France Inter ou d'autres stations de ce type-là. L'idée en fait c'est d'avoir une antenne qui va transmettre son signal dans un amplificateur radiofréquence, donc qui va permettre d'amplifier un signal très très faible. Ça rentre dans un filtre passe-bande, donc c'est ce qui va permettre en fait de vraiment sélectionner la fréquence qui m'intéresse. Ensuite, je vais rentrer ça dans un mélangeur. Donc là, ça m'a enlevé une porteuse. La FM, c'est de la modulation de fréquence. Donc on a une porteuse de base et on écrème tout ce qui ne nous intéresse pas. Un filtre audio qui va nous permettre d'extraire la partie vraiment audible du signal et ensuite rentrer dans un amplificateur audio, un haut-parleur. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un signal audio. Donc en général, ce type de récepteur, c'est constitué avec des résistances, des condensateurs, des choses faciles, des composants discrets. Et c'est plutôt vieux. Ça date des années 30, le concept de base. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement éprouvé comme fonctionnement. Mais la difficulté en fait de ce type de récepteur, c'est que pour le faire évoluer, eh bien, il faut ressortir son fer à souder et changer des composants et changer beaucoup de choses. Et c'est là où les récepteurs numériques vont commencer à faire leur apparition et prendre toutes leurs dimensions. L'idée là, c'est de numériser le plus tôt possible le signal qui sort de l'antenne. Et le numériser plus tôt, ça veut dire je vais toujours retrouver une antenne, un amplificateur, et ensuite je vais rentrer dans un convertisseur analogique numérique, donc qui permet de prendre un signal oscillant sortant de mon antenne et de le convertir en signal binaire, enfin quelque chose qu'une CPU est capable de comprendre. Derrière, ça me permet en fait d'appliquer des transformations de Fourier, par exemple, ou d'autres algorithmes plus ou moins évolués. En fait, c'est une notion qu'on a déjà parmi nous depuis un sacré paquet d'années. En fait, la norme GSM, par exemple, est l'une des premières applications grand public extrêmement répandues aujourd'hui de la radio logicielle. Donc nos vieux téléphones portables avaient déjà cette notion-là. Et aujourd'hui, en fait, ça continue à faire son petit bonhomme de chemin dans la 3G, la TNT. Ce sont des algorithmes derrière de démodulation de signal et de modulation qui sont particulièrement complexes, qui sont impossibles à réaliser juste avec des composants discrets. Et notamment pour la TNT, eh bien, il y a des nombres complexes qui sont mis en œuvre. Rappelez-vous vos cours de maths, I carré égale moins 1. Eh bien, ça permet en fait de dresser une constellation de points sur un cadran et d'avoir des différentes données, de pouvoir retrouver les informations qui m'intéressent. Donc ça, ce sont des choses qui sont vraiment difficiles à faire avec du matériel pur. Et en logiciel, on connaît tous le développement, on sait l'utiliser. Et comme c'est du logiciel, également, il est possible de faire des mises à jour dessus. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on est passé de la norme GSM à la norme Edge. Globalement, en fait, il y a eu, mais bon, pas tous les constructeurs n'ont pas tous fait ça, juste un patchage de tous les firmware pour dire j'ai un apport en débit plus important sur mon téléphone et le matériel en tant que tel n'a absolument pas évolué. Donc ça, c'est la base de la radio logicielle. Et pour commencer à jouer avec, eh bien, je vais pouvoir utiliser... En fait, il y a plein de matériel pour faire ce genre de choses. Mais notamment, il existe en fait une petite clé TNT, là que j'ai branchée sur ma machine. On va voir après un peu comment est-ce que ça se passe. Son objectif initial, c'est de recevoir la TNT sur un ordi. Donc recevoir, qu'elle me démodule en fait le signal radio qu'elle reçoit en un beau signal vidéo en norme DVB-T. Et ensuite, j'ai un logiciel type VLC ou autre et qui va être capable de me lire ce flux vidéo-là. En fait, ce chipset est un petit peu particulier. C'est un ingénieur qui a voulu faire le reverse engineering sur le driver Windows.
Pardon. Et il s'est rendu compte, en fait, en fonction de la configuration du chipset, eh bien, soit il recevait un beau signal vidéo, soit il recevait le signal brut venant de l'antenne. Et en fait, avec un truc là, c'est un vrai jackpot. On a un composant qui est vraiment très, très bas prix et qui nous permet en fait de commencer à jouer avec ce genre de techno. Donc, commencer à pouvoir avoir là, un signal brut au sein de ma CPU. Néanmoins, la notion de ce type de matériel, il en existe plein d'autres sur le marché, avant même l'apparition de ce type de carte, mais à des tarifs beaucoup plus importants. En général, ça se trouvait à 10 ou 20 fois ce tarif-là pour commencer à avoir quelque chose d'exploitable. Donc l'intérêt de cette clé, en fait, c'est de pouvoir vraiment l'avoir très facilement à disposition et commencer à jouer avec. On parle de récepteurs ici, et quand on se met à écouter des ondes radio, cette clé-là nous permet en fait de recevoir vraiment de 25 MHz à 1 giga-7, donc c'est très très large comme plage de fréquence, et je peux écouter vraiment beaucoup de choses avec. On va voir un petit peu après. Néanmoins, en fait, il y a une notion qui est importante à voir, c'est le secret de la correspondance. Comme je peux écouter des conversations qui ne me sont pas forcément destinées, eh bien, il y a différentes règles qui existent. Donc c'est légal en France d'écouter sur ces fréquences-là. Par contre, on n'a pas le droit de diffuser toutes les informations qui ont été récupérées. Comme quand vous recevez un mail qui ne vous est pas destiné, eh bien, normalement, vous êtes dans l'obligation de le supprimer et de prévenir votre destinataire. Eh bien, avec les réseaux de radio, c'est la même chose. C'est plutôt des bonnes pratiques où, en fait, en fonction il y a une notion de licence radio-amateur. C'est une certification qu'on peut passer pour émettre sur certaines plages de fréquences. Et avec ça, on apprend qu'il faut effectivement respecter la confidentialité des données. Ce n'est pas applicable sur tous les protocoles, mais c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Dans les outils qui sont disponibles pour jouer avec ce type de matériel, eh bien, il y en a vraiment plein. Ici, là, je présente la copie d'écran de ce qu'on appelle un debugger. En fait, ça, c'est un analyseur de spectre qui va permettre d'afficher la force du signal au cours du temps. Et on va pouvoir jouer un petit peu avec. Il existe plein d'autres briques qui sont disponibles dans le monde open source. Il y a GNU Radio, qui est un ensemble de bibliothèques, de composants qu'on pourra assembler pour faciliter l'implémentation d'un prototype pour jouer avec. Un analyseur de spectre, donc c'est un outil qui va nous permettre de voir l'évolution du signal au cours du temps. Je vais vous faire une petite démo de ce type d'outil. Comment est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut avoir avec comme type d'information. Donc c'est un outil ici sous Mac. Et je vous présente Cubic SDR, qui est un outil qui permet de rendre très facile la réception de la radio FM. En fait, il est capable de recevoir le signal et ensuite de le démoduler. Ça veut dire ici, pour la radio FM, de me le rendre audible. Alors, juste pour la conf, je ne mets pas le son, mais en fait, je peux avoir un signal qui est audible. Ici, on a plusieurs choses qui se présentent à l'écran. On a la chute d'eau, qui est la partie basse de l'écran. On va retrouver cette zone bleue ou jaune ou verte qui défile au cours du temps et qui me représente l'historique de l'évolution du signal. Ensuite, au centre, on va retrouver la force du signal à l'instant donné. Et si je me tune sur une fréquence particulière, celle-ci, eh bien, je vais commencer à retrouver le signal, la manière dont il a été décodé, dont je le reçois plutôt. Ensuite, je vais avoir sur la gauche de l'écran ici un zoom sur la zone sur la fréquence sur laquelle je me suis mis pour pouvoir régler plus finement le réglage si je veux. Et enfin, sur la droite ici, c'est un vue-mètre ou plutôt un fréquence-mètre qui permet de voir la manière dont les données le signal est démodulé de manière audible. Ensuite, il y a une partie qui m'intéresse beaucoup sur ce signal-là, c'est la décomposition par ordre de fréquence de ce signal. Et là, on retrouve vraiment les caractéristiques types d'un signal FM, où ici, ce que l'on voit sur la droite de l'écran, c'est vraiment le signal tel qu'il est pratiquement audible. On va avoir en fait sur cette première plage de fréquence la partie mono d'un signal radio. Mono, c'est lorsque on a vraiment le même son sur la voie de gauche et la voie de droite de mes haut-parleurs. Ensuite, on a une porteuse de séparation. Et sur cette deuxième partie, ici, on va avoir la composante qui permet d'avoir la partie stéréo de ma radio FM que j'écoute. Et enfin, les deux petits pics qui sont ici, là, si on les fait jouer un tout petit peu, si on le laisse évoluer au cours du temps, eh bien, c'est la transmission des informations RDS. Le RDS, c'est ce qui permet sur la voiture d'afficher notamment le nom de la radio et ce qui m'intéresse dessus. Donc ça, c'est ici un outil très simple
pour commencer à voir, quand je me tune sur une fréquence, quelles sont les données qui circulent à ce moment-là, quels sont les signaux qui circulent à ce moment-là. Une fois que j'ai commencé en fait à utiliser ce type d'outil, eh bien, je vais me poser la question de savoir en fait qu'est-ce que je peux écouter comme fréquence, et en fait d'abord simplement se rendre compte de quels sont les appareils qui émettent sur quelle fréquence. En début de plage, à 27 MHz, on a la CB. Ensuite, on va trouver la radio FM que tout le monde connaît. À 433 MHz, on a tous les appareils domotiques, les commandes de volet, les commandes de porte de garage, les clés de voiture, les jouets de nos enfants, les talkie-walkie, sont des appareils qui émettent à très petite puissance sur une fréquence qui est ouverte. Tout le monde peut émettre dessus, mais c'est très réglementé sur la partie puissance. Ensuite, autour de 500 MHz, on va trouver la TNT. Après, on va balayer et sur plusieurs, par tranche, on va retrouver le GSM, la 2G, la 3G, le Wi-Fi. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment autour de 1 GHz à 1090 MHz, la fréquence des avions qu'ils utilisent pour transmettre leur position. Pour comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que les avions fonctionnent de cette manière, enfin pourquoi ils transmettent leur position, il faut revenir un tout petit peu sur comment se passe aujourd'hui la surveillance du trafic aérien. Vous l'avez déjà vu, autour des aéroports, on a des énormes antennes qui tournent sur elles-mêmes, et le fonctionnement de ces antennes est assez vieux également, ça date des années 70, c'est du matériel qui a peu évolué depuis. Et l'idée, c'est d'envoyer un écho, et dans le retour, par effet Doppler, on est capable de savoir quelle est la vitesse de l'objet qui a répondu à l'écho, et également sa distance par rapport à nous-mêmes. Ça nous permet en fait de positionner sur un plan 2D l'objet qui a retourné un écho. Donc j'ai bien dit un objet, on ne sait pas trop si c'est un avion, si c'est un hélicoptère, si c'est un oiseau ou si c'est autre chose. Tout l'enjeu en fait est en fonction de la taille de l'écho qu'on reçoit, de faire des hypothèses en disant bah, ça c'est sûrement un oiseau qui est passé devant l'antenne, ou ça c'est un avion qui m'a répondu. Et comme on n'a que les positions en X et en Y, mais un espace aérien, ça évolue en 3 dimensions, eh bien, il y a quelques difficultés pour connaître justement l'altitude des avions. En fait, les avions sont équipés d'un transpondeur passif. Aujourd'hui, lorsqu'ils reçoivent l'écho d'un radar, enfin, la première porteuse du radar, eh bien, dans l'écho, ils répondent avec leur identifiant de vol et leur altitude mesurée. Et donc le radar, ces antennes, sont capables de transmettre aux bases au sol la position de cet avion. Néanmoins, c'est une certaine latence. Les antennes, elles tournent sur elles-mêmes, et entre 2 révolutions, eh bien, mon avion s'est déplacé. Donc je ne connais pas exactement sa position à l'instant donné. Et c'est quelque chose qui est assez approximatif. Donc autour d'un aéroport, eh bien, je ne peux pas avoir une carte très très précise de la position de tous les avions. Et pour ça, en fait, eh bien, tous les avions sont très espacés les uns des autres. Avec cette approche-là, eh bien, dans les années 2000, est apparue une norme qui consiste en fait à équiper tous les avions d'ici 2020 d'un émetteur qui va transmettre en permanence un certain nombre d'informations et de manière totalement autonome. Donc pour ça, en fait, il va utiliser les appareils de bord de l'avion, les coordonnées GPS qu'il a pu mesurer, son altitude, sa vitesse, son cap. Il envoie ça en permanence et tout le monde autour de l'avion peut recevoir ces informations-là, autant des avions que des bases au sol. L'idée, en fait, c'est de pouvoir constituer une carte de l'espace aérien de manière autonome, juste en écoutant les informations. En fait, la promesse de cette norme-là, c'est d'améliorer la sécurité autour des aéroports en étant capable de mieux connaître la position des avions. Et comme on connaît mieux la position des avions, eh bien, on peut les mettre dans un espace plus contraint et à la clé des économies de carburant pour les compagnies aériennes. Le fonctionnement, en fait, est assez simple. On a notre avion où, en fait, c'est les avions de ligne, les petits avions, les jets privés, les hélicoptères qui peuvent s'équiper de ce type de matériel. En fonction de la taille de l'avion ou de la taille de l'aéronef, on a différentes normes, différentes fréquences qui existent. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment que tout le monde partage la même vision de l'espace aérien. Autant les bases au sol, donc les tours de contrôle, que les avions eux-mêmes. Un avion donc, va recevoir la position des autres avions et il saura exactement qui l'entoure autour de lui. Ça part du principe que tous les avions sont équipés. C'est quelque chose qui va être obligatoire pour tous les avions voulant atterrir sur le sol américain.
Mais en fait, si un avion n'est pas équipé de ce type de matériel-là, eh bien, il passera outre. Bien sûr, il ne sera pas capturé. Les ondes qui sont transmises avec ce type d'appareil ont deux caractéristiques. Il y a une portée environ de 400 km et néanmoins, elles sont très sensibles aux bâtiments et au feuillage. Donc, à partir du moment où on se met à écouter ce genre de choses, il faut travailler en terrain découvert pour avoir un maximum de portée. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des avions commerciaux qui sont équipés de ce type de matériel. Alors, ironiquement, comme c'est une norme américaine, il n'y a que 60% des avions américains qui en disposent, contre 80% des avions européens. Dans les données qui sont transmises, eh bien, ce sont des petits paquets qui sont transmis. Donc, ça ressemble pas mal à des trames réseau, dans le sens où on va avoir des données d'entête, des données utiles, et puis on va également retrouver une somme de contrôle qui va permettre de s'assurer que les données, l'intégrité des données transmises. Les données sont tout petites. Le paquet est tout petit, il fait 112 octets. Il y en a la moitié réellement données utiles. Mais néanmoins, en fait, ça permet de transmettre toutes les infos qu'il faut. En fait, les paquets sont émis en permanence et de manière répétée. Donc, tout le temps, on va recevoir un coup un paquet disant voici mon numéro de vol, un coup ma position, un coup mon altitude, mon vitesse et mon cap. Dans les données qui sont transmises, on a également l'identifiant unique de l'avion, l'équivalent d'une adresse MAC pour nos cartes réseau. Et ensuite, la donnée utile, les 56 octets qui se trouvent en plein milieu de paquet, et une somme de contrôle à la fin. Cette somme de contrôle, en fait, ils ne se sont pas cassés la tête. Ils ont pris un algo qui est vieux comme le monde, qui date du début des années 80, et qui permet juste de vérifier si les données reçues sont bonnes ou pas. Il n'y a pas du tout de redondance, comme on pourrait aujourd'hui avoir avec des rares qu'on récupère sur le net pour reconstituer les données. Là, ils sont vraiment limités au plus simple possible. Et qui dit très simple, dit également pas mal de limitations. Les paquets, ils sont pas horodatés, ils ne sont pas cryptés, ils ne sont pas signés, et tout le monde émet en permanence. Donc ça veut dire que celui qui émet le plus fort que tous les autres, eh ben, il écrase tout le monde. En fait, c'est des sujets qui ont déjà été abordés, notamment la DEFCON 20, qui est une conférence de hackers qui s'est tenue en juillet 2012, où une personne effectivement décrit les différents travers qui peuvent se passer aujourd'hui avec ce type de paquet. En fait, aujourd'hui, je vais juste imaginer, si on laisse circuler des paquets en clair sur le net non signés, eh bien, je vous laisse vous-même tirer les conclusions de ce qu'on peut faire avec des avions. Alors, une fois qu'on a vu en fait, comment en fait, commencer à capturer les informations, c'est avec ma clé TNT. Ensuite, je vais avoir besoin d'une antenne, un ordi, donc ma petite CPU pour commencer à décoder toutes ces informations, toutes ces infos, et puis du logiciel. C'est la base pour commencer à jouer avec tout ça. En termes d'antennes, eh bien, le monde des antennes est très très riche et ça évolue en permanence. On connaît traditionnellement les antennes bien droites comme ça qui sont sur les toits de nos voitures ou sur nos postes radio. Néanmoins, la taille est vraiment importante et également la forme d'une antenne varie beaucoup et régit beaucoup la qualité du signal reçu. Ici, là, je vous présente une antenne que j'ai fabriquée moi-même qui fait 13 cm de haut, qui est donc assez petite, qui est constituée en fil de cuivre. C'est le fil électrique qu'on a dans nos prises de courant chez nous. Et sa forme, en fait, ici, sa taille, est liée à la longueur d'onde de la fréquence sur laquelle je veux me régler. Donc la longueur d'onde, c'est une grandeur physique qui est liée à la vitesse de la lumière et la fréquence. À partir de ça, on fait une simple division de l'un par l'autre. Et ça donne une taille, en fait, c'est la taille qu'il y a entre une oscillation complète. Et celle-ci, c'est une quart de longueur d'onde. Sa portée en terrain découvert, elle est de 150 km. Donc ça donne une très très bonne couverture avec vraiment pas grand-chose. En fait, je me suis amusé à faire des comparatifs, à mesurer réellement l'influence de la taille de l'antenne et de sa forme avec différents matériels. Donc j'ai repris une antenne, donc ça c'est l'antenne vraiment que l'on fournit avec les clés, que l'on achète avec les clés TNT. Donc c'est une antenne qui fait 12 cm. Ensuite, j'ai pris la même antenne que j'ai coupée à 10 cm. Et enfin, mon antenne araignée. Et en fait, sur ce graphique, on retrouve ici le nombre d'avions que j'ai pu capturer au cours d'une journée.
Donc, en fonction de l'antenne que j'ai utilisée, c'est sur une écoute d'une journée, eh bien, on voit que par exemple, la grande antenne, j'ai à peu près 5 avions que j'ai pu recevoir. Avec ma petite antenne, donc, qui est vraiment, qui fait 10 cm, eh bien, j'ai une meilleure réception qu'avec ma plus grande antenne. Et que mon antenne araignée, elle, me donne quelque chose de bien plus intéressant. Donc là, ici, c'est la taille compte dans ce genre de matériel. Ensuite, en termes d'outils ou de CPU que je vais utiliser, eh bien, j'ai choisi d'utiliser un Raspberry. Donc un Raspberry, c'est quelque chose que vous connaissez tous, une petite carte électronique. On peut l'utiliser dans à peu près tout et n'importe quoi comme condition. Et pour celui-ci, eh bien, c'en est un que j'ai mis au fond de mon jardin. En fait, il est alimenté par du PoE, donc du Power over Ethernet, derrière un câble réseau de 35 mètres. C'est une solution très très basique que j'ai mis en place. Il est au gré des intempéries, alors il est dans une petite boîte en bois, mais néanmoins, s'il prend l'eau, c'est pas bien grave, je le changerai. Et derrière, en fait, c'est vraiment du matériel qui est très facile à utiliser. Il y a une communauté très très forte derrière qui permet en fait de voir toutes les expérimentations qui vont avec. Donc ça, c'est la partie CPU. Et maintenant, les différents logiciels que l'on peut utiliser, il y en a plusieurs. On ne peut pas dire qu'il y a une pléthore, mais néanmoins, il y en a quelques-uns qui se démarquent. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en fait ADSB Receiver, qui est en fait un enregistreur plus d'avions. L'idée, c'est qu'il est capable ici d'afficher très simplement sur une carte les avions que je reçois. Et sur la partie avec le tableau, eh bien là, ce sont toutes les informations que je reçois à l'instant donné de chaque avion. Donc on va retrouver leur numéro de vol, enfin le numéro de vol commercial, leur position GPS, l'altitude, la vitesse et puis le cap. Mon outil est capable de me dessiner également, donc là c'est un fond de carte OpenStreetMap, de m'afficher avec des cercles concentriques par rapport à ma position, la position de chaque avion, de m'afficher en couleur chaque avion. La couleur représente l'altitude à laquelle il se trouve. Et notamment, en fait, on va trouver ceux qui sont en violet, ce sont les avions qui sont très hauts, donc qui sont en train de voler. Ils sont, en fait, au niveau de Nantes, on est en dessous d'un beau couloir aérien. Et on a également les avions qui sont en vert et jaune, donc ce sont ceux qui viennent de décoller. Donc là, celui qui est en jaune, là, il vient de décoller du sud de Nantes. Alors on ne le verra jamais arriver à décoller au nord de Nantes, fort heureusement, mais disons que c'est quelque chose qui est vraiment très riche d'enseignements pour voir un peu le déplacement des avions. Également, je vous parle d'avions, mais il y a par exemple l'hélicoptère du SAMU, donc du CHU de Nantes, qui est équipé de ce matériel-là. Et en fait, je le vois passer sur les cartes, lorsque je fais mes captures, eh bien, je le vois se balader, et vraiment, il apparaît de manière très différente par rapport aux autres, de par sa trajectoire. Cet outil, en fait, il est capable également de stocker toutes les informations de vol qu'il a reçues. Il colle ça dans une base HSQLDB, et derrière, en fait, j'ai la possibilité de revisualiser toutes ces infos-là. Il utilise également un outil qu'on utilise traditionnellement pour le monitoring CollectD et RRDD pour me constituer des métriques. Donc on a vu un petit graphe tout à l'heure, mais en fait j'ai plein d'autres métriques sur le nombre, la distance maximum par rapport à mon point des avions qui sont reçus, la charge CPU de ma machine, l'âge du capitaine et tout ce qui va bien. Et ça me permet en fait de pouvoir constituer un historique de tout ce que j'aime bien comme information. Ensuite, je suis sûr que vous avez déjà vu des sites type Flight Radar 24 ou FlightAware, qui sont des sites sur le net où on a en fait une carte à peu près en temps réel du déplacement des avions. Il ne faut pas croire que ces sites appellent une belle API que les aéroports leur mettent à disposition pour leur donner les informations de tous les avions. En fait, ils s'appuient plutôt sur la bonté des passionnés qui leur transmettent ces informations-là. Donc avec le matériel que je vous ai présenté, eh bien, il suffit d'ouvrir un compte sur ces sites-là et ils ont déjà une API. En fait, ils attendent clairement qu'on leur envoie ce type d'informations pour améliorer la couverture des informations qu'ils ont et qu'ils mettent à disposition. Ça permet d'avoir une très bonne couverture en US, en Europe, en Asie. Il y a des zones blanches au fin fond de l'Oural, en Australie ou au Brésil ou même dans les zones de conflit. Mais néanmoins, ça permet de dresser globalement une carte de l'espace aérien mondial. Aujourd'hui, pour Flight Radar 24, il y a à peu près 10 000 bornes qui sont réparties sur la planète et qui contribuent en fait à constituer la carte de tous les avions. Néanmoins, en fait, il faut avoir bien en tête que les ondes ont une certaine portée, que le matériel qu'on utilise également a une portée différente,
et que lorsque les avions sont au milieu de l'Atlantique, en fait, il n'y a aucune borne qui est capable de le recevoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de satellites qui sont également conçus pour recevoir ce type d'informations. Donc, lorsqu'on parle des avions qui se crachent dans l'océan et dont on a perdu toute trace, c'est parce que les ondes qu'ils ont émises, la portée, ils étaient trop loin des côtes et qu'on n'a pas pu récupérer ces informations-là. Donc, la Malaysia Airlines, un crash qui s'est passé il y a quelques temps, on ne sait pas du tout où l'avion est passé, parce que on est limité sur la capacité de réception du matériel. Et que ce soit notre matériel ou celui dont disposent les aéroports. Alors en écoutant également, on peut avoir des petites choses rigolotes comme ça qui apparaissent. Donc ici, ce sont deux graphiques où Boeing et Airbus se sont amusés à dessiner dans le ciel des avions. Donc Boeing, l'été dernier, qui a dessiné un Boeing, un de leurs avions, sur tout l'espace, le territoire américain. Donc là, il n'y a pas qu'une seule borne qui a participé à la constitution de cette carte-là, il y en a plusieurs. Néanmoins, on va avoir ce type d'information qui est plutôt sympa. Et Airbus s'est donné pour mission de répondre quelques temps plus tard, lors d'un vol d'inauguration d'un A380, en dessinant un sapin de Noël sur le territoire allemand. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer d'aller dans ce type de projet, et je vous remercie pour votre attention.